Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, mais oh, que se passe-t-il? Le dernier épisode c'était dimanche dernier et voici un nouvel épisode. Mais bah oui, je reprends le rythme d'un épisode par semaine, vous l'avez compris. En gros, j'ai retrouvé un peu plus de temps pour pouvoir travailler sur le podcast et je me suis posé un peu pour voir si j'avais des sujets en stock, assez de sujets en gros. Et résultat, j'ai rempli le planning jusqu'à mi-janvier. Donc voilà, je me suis dit que je pouvais repartir sur un rythme d'un épisode par semaine pour votre plus grand bonheur, en tout cas, je l'espère. Et bon, vu qu'on est dans les annonces, ça faisait longtemps et je vais vous rappeler les basiques de chez Basique, hein, c'est normal. Alors si vous le pouvez, premièrement, notez, mettez un commentaire, vous connaissez la chanson sur Apple Podcast, ça permet de faire connaître le podcast à d'autres personnes. Vu que je suis totalement nul en promo et que je ne vais pas inonder les groupes spécialisés Japon avec le lien de mon podcast pour dire écoute mon podcast, c'est le seul moyen pour le faire connaître. Et puis en plus, le petit message qui va avec, le petit commentaire sur Apple Podcast, ça fait toujours vraiment super plaisir de vous lire. Il y a toujours des commentaires super sympas. Voilà, donc ça fait toujours très très chaud au cœur de voir ça, puis ça me motive encore plus pour continuer. Deuxièmement, si vous voulez une avalanche de photos sur le Japon, vous le savez aussi, il faut aller voir mon Instagram, c'est NGEE. Je poste une photo du Japon chaque jour, j'ai déjà plus de 3000 ou 4000 photos du Japon, je ne sais plus dessus. Donc vous pouvez vous faire plaisir et aller découvrir tout ça si vous avez envie de voir un peu de Japon sur vos yeux, enfin devant vos yeux plutôt. Et la troisième chose, c'est pour ceux qui veulent soutenir le podcast, il y a, vous le savez aussi, le Patreon qui est disponible à l'adresse qui va être dans la description de l'épisode. Vous pouvez vous abonner, le premier prix c'est environ 3 € le mois. Vous avez accès donc aux bonus de l'émission, c'est-à-dire les photos, les liens dont je parle, donc, qui sont liés au sujet dans le podcast. Et je vais commencer aussi petit à petit à mettre d'autres petits bonus de temps en temps dessus. Alors c'est vraiment principalement pour soutenir le podcast que j'ai fait ce Patreon. C'est pas non plus pour vous faire plein de contenu spécial bonus Japon. Ça me permet de payer les frais qui me coûtent le podcast tout simplement, parce que le podcast me coûte tous les mois un peu d'argent. Et donc bien sûr vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, un Patreon, vous pouvez vous abonner mais vous pouvez vous désabonner au bout d'un mois, il n'y a pas de souci. C'est pour soutenir tout simplement, il n'y a pas d'obligation, vous le savez aussi, le podcast restera gratuit et disponible pour tout le monde quoi qu'il arrive. Voilà, on arrête avec la promo, c'est promis. Enfin non, on va promouvoir maintenant le contenu de cet épisode avec le traditionnel, vous le connaissez maintenant, le sommaire. Et donc, en vrac, on va suivre une famille fort sympathique expatriée à Kyoto, on va boire du café, oui je sais, c'est étonnant, et on va parler un peu de projets japonais, mais surtout, on va faire dans le focus une balade sur Tokyo. Car oui, le focus de cette semaine va se dérouler dans l'est de Tokyo. On va prendre donc son sac à dos en mode Dora, let's go! Et on va se balader dans les quartiers où je traîne pas très souvent, je dois l'avouer, quand je suis sur Tokyo. Car oui, moi je suis un total West Coast Tokyo, je vous l'ai répété plusieurs fois, mais Shibuya, Kichijoji, Ibisu, Nakameguro, Daikanyama, Setagaya, Meguro en force, voilà. Ça vous dit peut-être rien tout ça, mais ce sont des noms de quartiers / arrondissements de Tokyo, le côté ouest de Tokyo, donc vers Shibuya et à l'ouest de Shibuya. Alors, le côté est, enfin plutôt le centre-est, on va dire, car l'est de Tokyo, c'est beaucoup plus loin, comme l'ouest de Tokyo. Mais donc on peut vraisemblablement dire que c'est le centre-ouest et le centre-est, voilà. Mais bon, le centre-est, c'est plus Ueno, Asakusa, Akihabara. J'avais bien, il y en a plein, des comme ça. Alors, j'avais bien entendu vadrouiller dans tous ces quartiers pendant mes premières vacances. Ça reste des classiques à faire. Forcément, vous allez y aller aussi, et c'est un peu un passage obligatoire. Mais quand je revenais à Tokyo, quand je suis revenu après à Tokyo en vivant à Kyoto, je dois l'avouer, j'avais beaucoup plus tendance à explorer le côté ouest qui me convient mieux, où je préfère, je trouve l'ambiance plus sympa. C'est plus mes quartiers. Mais de temps en temps, je décide quand même un petit peu de m'encanailler, vous vous doutez. Et donc à l'époque où je vivais sur Kyoto, donc j'étais venu sur Tokyo en vacances, j'ai décidé du coup de visiter un coin qui est quand même très proche du centre au final, mais que je n'avais finalement jamais fait. Pour ça, en fait, c'est simple, il faut traverser la fameuse rivière qui est entre la Tokyo Skytree et Asakusa, que vous connaissez tous si vous êtes allés au Japon. Et j'ai eu envie du coup de me balader dans l'arrondissement de Koto. Alors Koto, c'est assez étendu au final, vu qu'il y a une partie des îles artificielles comme Odaiba qui font partie finalement de cet arrondissement et que ça remonte, on va dire, quasiment jusqu'à la Skytree. Bon,
pas vraiment non plus, hein, on va pas jusqu'à la Sky Tree, mais il y a une partie de l'arrondissement qui remonte assez bien au nord, donc ça fait un arrondissement quand même qui est tout en longueur et qui est assez, donc du coup, assez étalé. Ça fait une sacrée balade si vous voulez tout faire. Nous, on va se balader un peu du sud au nord, en se baladant un petit peu dans certains coins, mais voilà, on va pas faire tout le quartier, enfin tout l'arrondissement, parce que c'est un très grand arrondissement. Il faudrait plusieurs petites balades, je pense, pour une très très grosse journée où vous êtes motivé pour faire tout l'arrondissement, et en plus, je suis pas sûr que tout soit hyper intéressant non plus. Moi, j'avais commencé mon périple voilà, au métro Kyosumi Shirakawa. Alors, je m'étais allé, en fait, j'étais allé un peu à l'arrache, hein. J'étais allé en ciblant, parce qu'il y avait des cafés, et je m'étais dit, bon, on va se balader. Là, c'était vraiment mode exploration. C'est-à-dire, j'avais pas dit, tiens, il y a ce parc qui a l'air sympa, puis après, il y a ce truc-là où il faut aller. J'étais allé vraiment, ouais, comme ça, vraiment totalement à l'arrache, quoi. Donc, le quartier, celui-là, est réputé pour un truc qui me parle, du coup, et c'est aussi pour ça que j'avais commencé là-bas. Alors, non pas, il n'est pas réputé pour abriter les plus belles Megumi du Japon. Enfin, peut-être, je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression que ça soit ça pour ça qu'il soit réputé, mais il est réputé entre autres pour être le quartier des cafés, ou du café plutôt, au Japon. Car oui, traditionnellement, l'histoire du café au Japon a eu de grosses bases dans ce quartier. Alors, j'avoue, je me souviens plus totalement de l'histoire, c'est pas très bien de ma part, mais je vous en reparlerai peut-être un jour en repotassant. Mais au final, on trouve ici beaucoup de coffee shops et autres kisaten, qui sont les cafés un peu plus traditionnels japonais. Même si on dit café traditionnel japonais, alors c'est vrai que c'est le traditionnel japonais, mais finalement ça ressemble plus à un salon de thé anglais qu'à quelque chose de très traditionnel japonais. Pour moi, le coffee shop, limite, va ressembler un peu plus à un truc américain, enfin plutôt australien, parce que les coffee shops, c'est australien à la base, et le kisaten va plus ressembler à un salon de thé, finalement, un vieux salon de thé avec souvent quelqu'un en costard, qui va dans des ambiances un peu rococo, un peu à l'ancienne, etc., alors que le coffee shop va être un peu plus moderne, on va dire, dans son ambiance. Et donc, c'est le fameux quartier du café, parce qu'apparemment, quand le café est arrivé au Japon, tout a commencé ici, et c'était là où il y avait le quartier. Alors, je suis désolé, j'ai mes voisins italiens dont je vous ai déjà parlé, qui sont en train de claquer les portes. Je ne pense pas que ça s'entendra dans ce podcast, mais voilà, au moins ils hurlent pas. Bon, hier soir, ils ont fait la fête jusqu'à 3h du matin, comme tous les soirs, j'ai envie de dire. Mais voilà, là, j'ai l'impression que c'est juste des claquages de portes, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop dans l'audio, mais je ne pense pas. Mais je préfère m'excuser d'avance. Donc voilà, c'était un quartier qui était donc réputé pour ça, hein, pour le café, pas pour les Italiens, même si le café et les Italiens, ok, mais bon, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, je dois avouer, moi, que je ne suis pas totalement d'accord, alors, non pas parce que maintenant je n'aime pas trop les Italiens à cause de mes voisins, mais c'est plus par rapport au fait que c'est le café, voilà, le quartier des coffee shops et des cafés à Tokyo, et qui c'est réputé pour ça et qu'il faut aller là-bas si on veut faire un café à Tokyo. Moi, j'avoue, j'ai pas été ravi de mes passages dans les coffee shops là-bas pour plusieurs raisons différentes. J'ai testé entre 3 et 5 cafés, je pense, dans le coin. J'ai pas été non plus hyper hypé, ça n'a pas été mes cafés préférés en termes de qualité, en termes d'ambiance, en termes de sympathie même. C'est une des seules fois où j'ai vraiment eu un mauvais contact avec, pas des Japonais, parce que du coup c'était des gaijins qui tenaient ce café, mais voilà, un très mauvais contact, parce que pas méchant, mais c'était un truc qui m'avait assez agacé. Je vous en avais déjà parlé, c'était des fameux gaijins qui vous parlaient en anglais alors que vous essayiez de parler en japonais, et qui vous répondaient quand même en anglais, sachant que mon japonais, pour commander un café, suffisait largement et était valable, mais que le mec continue de te parler en anglais, alors que toi, tu es là pour pratiquer. Ça, je trouve ça assez désagréable au final. Mais on en avait déjà parlé dans une autre émission, on n'est pas là pour en reparler dans celle-ci. Et bon, ça c'était juste anecdotique, mais même en général, le café, je ne l'avais pas trouvé extraordinaire, alors qu'on m'avait dit, oui, là-bas, c'est là-bas qu'il y a les meilleurs coffee shops, hein. Alors, les gens qui m'avaient dit ça ne sont pas forcément les gens qui sont des fans de café ou qui sont des fans de café de spécialité. C'est-à-dire que, voilà, on va rentrer dans des débats, etc. Bon, je trouve ça ça n'a pas forcément un grand intérêt, chacun aime ce qu'il a envie d'aimer, mais c'est vrai qu'il va y avoir ceux qui vont aimer les coffee shops et les cafés de spécialité, et ceux qui vont se dire amoureux de café, mais qui vont aimer le café noir finalement, qui n'est pas forcément de très bonne qualité, mais qui est, voilà, dans nos têtes, le bon café, mais parce qu'on ne connaît pas ce que c'est qu'un vrai bon café. Après, bien sûr, hein, on peut débattre, on peut pas être d'accord, etc. Hein, chacun ses avis, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, voilà, j'avais eu vent comme quoi c'était les meilleurs cafés, et je dois avouer, j'avais été assez déçu, hein, totalement. Hein. Pour le coup, ils n'étaient pas nuls, hein, mais franchement, pour moi, les meilleurs cafés sont plus du côté ouest, la West Coast, hein, où j'ai dit jusqu'à la mort, hein, West Coast jusqu'à la mort. Que voulez-vous, c'est comme ça. Mais bon, pour commencer sa journée, du coup, on se fait un petit café, et du coup, c'est pas ce qui manque là-bas. Et vous en doutez, voilà, le plus connu, c'est All Press Espresso.
qui était vraiment encensé par tous les guides touristiques. Il faut aller là-bas, c'est génial, c'est l'histoire du café. Bon, sachant que c'est quand même un Nouveau-Zélandais qui a ouvert ça, c'est le fameux Gaijin. J'avais pas kiffé mon expérience sur place, comme je vous l'avais dit, mais bon, ça reste un endroit assez sympathique pour aller se faire un café. Et on va pas non plus cracher juste parce que j'ai eu une mauvaise expérience. Après avoir fait son petit pause café du matin, parce que c'est quand même important, on peut vite enchaîner, et c'est ça qui est cool, car pas très loin, il y a le parc Kyosumi, qui est un véritable parc à l'ambiance 100% japonaise. Bon, si mes souvenirs sont bons, l'entrée est payante, mais je suis plus totalement sûr, donc ça serait à vérifier. Mais on se retrouve dans un jardin totalement japonais, 100% japonais, avec la petite maison traditionnelle, le lac qui va bien, les petites tortues, les bonsaïs et autres joyeusetés, les poissons, etc., les carpe koi. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, vous êtes à 100% dans l'ambiance Japon, qu'on retrouve dans les jardins japonais traditionnels. Franchement, c'était un parc qui était plutôt sympathique, qui était assez grand aussi, pour ce genre de parc, parce que parfois ils ont tendance à être un peu petits. J'avais pu faire de chouettes photos dans ce parc-là. J'avais été franchement agréablement surpris, car souvent je suis pas un fan de ce genre de parc payant, qui font plus attrape-touristes, ou peut-être plus pour les gens qui aiment les fleurs et autres compagnies. Moi, c'est pas forcément ma passion. Voilà, je suis pas un gaga des jolies fleurs, machin, etc. C'est pas trop ma tasse de thé. Donc, j'avoue, souvent, j'ai pas un kiff monumental à faire ce genre de petit parc, me balader dans ce genre de petit parc. En faire un, c'est bien. En faire 15, je suis pas sûr. Mais là, j'avoue que j'avais passé un bon moment, un très bon moment dans ce parc. J'étais assez content. En plus, il y avait des jeunes mariés qui venaient faire leurs photos de mariage à ce moment-là, avec des très jolis kimonos. C'était vraiment super chouette. J'ai pu voler quelques photos sympathiques. Je me souviens avoir fait des belles photos. Puis on est vraiment dans un parc jardin japonaise, mais au milieu de la ville. Donc franchement, c'est plutôt chouette. Et donc, après avoir passé 1 ou 2 heures dans le parc, de mémoire, à faire des photos, j'avais un peu erré dans les rues du quartier. Et petite anecdote, j'étais tombé un jour, à ce moment-là, sur des genres de femmes au foyer japonaises, je pense, des choufous, qui étaient dans un genre de mini-parc, je ne sais plus trop exactement ce que c'était, et qui faisaient des courses de sacs. Voilà, c'était de sacs, je ne sais plus. Mais elle faisait une course qui était un petit peu ridicule. Je suis plus sûr que c'était du sac, mais non, c'était une course de kimono, pardon, oui, c'était ça, une course de kimono. En fait, elles avaient des bas de kimono qui, du coup, elles étaient très serrées. Vous savez, elles ne pouvaient pas bouger très bien leurs jambes, on pouvait juste faire des mini-pas. Et donc, il y avait un genre de petit circuit, et elles se tapaient des délires à faire, elles étaient genre 5-6, et elles se tapaient des délires à faire des courses de kimono, comme ça, en allant de plus en plus vite, et puis avec les copines qui encourageaient, en disant « Allez Megumi !» Voilà. C'était très rigolo à voir, j'avais passé un bon moment, j'avais fait quelques photos marrantes. Et voilà, c'est des petites scènes de vie, moi, que j'aime bien au Japon, et qu'on n'a pas forcément trop tendance à voir ici. Le côté un petit peu positif, le life positif, moi, que j'aime bien au Japon, voilà, le côté... les gens sont souriants, les gens sont heureux, même s'ils ont des vies pas toujours faciles, je vous le répète. Mais voilà, il y a un petit côté genre happy, un peu enfantin, et que moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien chez les Japonais parfois pour voir ce genre de scènes de vie qui sont un peu cocasses, marrantes, rigolotes, et qu'on ne verrait pas spécialement chez nous. Alors je dis pas qu'on peut pas le voir chez nous, mais ce genre de scène, on ne voit pas forcément en plein milieu de Paris. Vous n'allez pas voir des filles qui vont vous faire une course, une course de sac ou une course de trucs un peu ridicules, parce qu'il faut avoir l'air digne, il faut avoir l'air classe, etc. Donc on va éviter de faire ce genre, sauf si c'est pour être présent sur Instagram ou faire son TikTok. Là, effectivement, il y aura forcément du monde, vous vous en doutez. Mais voilà, du coup, ça avait été assez marrant, j'avais bien aimé. J'avais vécu quelques petites scènes de quartier comme ça, et j'en avais vécu une encore plus étrange, mais vraiment très, 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 très étrange. Et du coup, ça m'avait bien fait marrer. Alors, je pense pas, hélas, que ce soit quelque chose qu'on puisse voir tout le temps, parce que sinon, je vous aurais donné l'adresse de la rue en me disant, faut y aller, parce que c'est vraiment fun. Mais je pense que c'était un événement du moment dans le quartier. C'était une grande rue commerçante. Alors, quand je dis rue commerçante, c'est vraiment la rue de quartier. Elle était grande, elle était longue, mais c'était surtout des vieux petits commerces de quartier. C'était pas là, vous n'alliez pas avoir Zara et compagnie. C'était le boucher du coin, le combini, le petit café de quartier, machin et tout. Vraiment l'ambiance coiffeur, etc. Bref, il y avait une petite animation qui était un petit peu spéciale, car en gros, il y avait plein d'épouvantails faits par les habitants, je suppose, du quartier, des épouvantails, les écoliers, je ne sais pas, c'était des épouvantails qui étaient super originaux. Il y avait des Pokémon, des Homer Simpson, etc., des trucs totalement farfelus tout le long de la rue. C'était vraiment super weird, super étrange, mais c'était vraiment très très drôle. J'ai pris plein de photos impostables sur Instagram, parce que sincèrement, elles sont pas très jolies. Mais bon, je les mettrai sur le Patreon, vous verrez l'étendue du what the fuck.
Ça devait être sûrement, je vous dis, une fête de quartier, mais du coup, ça fait bien égayer ma balade au final, parce que c'était une rue qui avait pas spécialement, voilà, un truc, voilà, il n'y avait pas un charme de ouf dans la rue. Puis c'était en plus, je pense, je me suis baladé un jour où c'était pas très commerçant, enfin les commerces n'étaient pas ouverts, donc je pense que ça devait être un lundi ou peut-être un dimanche, je ne sais plus. En tout cas, il n'y avait pas une animation de ouf dans la rue. Et donc, de voir tous ces trucs-là dans une rue pas morte, mais un petit peu déserte pour Tokyo, c'était assez rigolo, c'était un peu improbable. Et j'avais vraiment bien kiffé. C'est vraiment le genre de choses improbables sur lesquelles vous tombez quand vous explorez et qui font que l'exploration est vraiment plaisante, d'arriver dans un truc qui n'était pas prévu et de vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et voilà, c'est marrant, j'ai fait des photos chouettes. Et puis du coup, je me suis tapé tout le long de la rue à regarder tous les épouvantails parce qu'ils étaient vraiment sympas à voir. Alors je dis des épouvantails, mais c'était peut-être pas des épouvantails, hein, ça ressemblait à des épouvantails, mais voilà, c'était des genres d'épouvantails. Après, je sais, c'était peut-être pour quelque chose de spécifique qui n'a rien à voir avec ça, mais c'était vraiment très très sympa. Et donc en continuant cette rue, dont j'ai oublié le nom, hein, mais je pense que je pourrais la retrouver sur Google Maps en cherchant un peu, hein, en faisant des recherches, je devrais pouvoir retrouver quelle était cette rue que j'avais prise. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me demander, mais encore une fois, hein, n'espérez pas retrouver ce truc-là parce que je pense pas que ça soit un truc qui reste à l'année, hein. Ça avait l'air d'être un truc très très éphémère pour un événement. Et la rue en elle-même n'a rien d'intéressant, c'est pour ça que je vous en parle pas spécialement. Donc je suis arrivé vers le parc de Kiba, qui est un très grand parc qui est sur 2 rives. On peut donc traverser un grand pont pour aller sur l'autre partie. Et le pont est assez sympa parce que je me souviens avoir fait des photos où on avait un point de vue assez cool sur la Skytree dessus. On pouvait, voilà, en se mettant un peu en contrebas du pont avec la Skytree derrière, on pouvait faire des photos chouettes avec les gens qui arrivaient en face de vous du pont. Je me rappelle avoir pris plaisir d'avoir fait quelques photos là-bas. Après, on va pas se mentir, le parc en lui-même, il est pas foufou. Je peux vous citer des dizaines de parcs beaucoup plus sympas dans Tokyo, mais par contre, il a le mérite d'être quand même assez grand. Et il habite aussi le musée d'art contemporain de Tokyo. Un bâtiment dans mes souvenirs qui était quand même assez imposant au final, mais je ne l'ai pas visité, donc je ne peux pas vous dire si ça vaut le coup de le faire ou pas. Je ne suis même pas sûr que quand j'y étais, il était déjà ouvert parce que ça avait le musée paraissait quand même très très neuf et était en travaux surtout, et il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de vie à l'intérieur. Donc je pense qu'il était c'était soit un musée qui était en rénovation, soit un musée qui allait ouvrir et qui était tout neuf. Donc je ne sais pas du tout, donc je ne sais pas ce qu'il vaut, mais bon, je pense que maintenant, depuis le temps, il a dû ouvrir, mais c'était sûrement il y a environ 2 ans que j'avais visité le quartier et qu'il y avait déjà quelques petits travaux pour les JO aussi, parce que forcément, il y avait les îles artificielles, et vous savez que les Jeux Olympiques, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées dans les îles artificielles, donc dans cet arrondissement de Koto. Après avoir visité le parc, je suis donc remonté doucement vers le nord, mais sûrement, donc, je suis remonté sur mes pas, en fait, pour aller en direction, parce qu'en fait, si on allait vers le sud, je serais allé en direction, dans la partie de Koto, des îles artificielles. Mais là, aujourd'hui, on ne va pas aller de ce côté-là, même si je me suis déjà baladé sur les îles artificielles. Moi, à l'époque, les 2 fois où j'y suis allé, c'était plus ou moins intéressant, parce qu'il y avait beaucoup de travaux pour les JO. Il y a même la première fois où je suis allé, lors de mon premier voyage, je suis passé sur une île chantier, je vous en ai déjà parlé, où toute l'île était un chantier. Mais vraiment, c'était un vrai chantier. Même la route n'était pas une vraie route. Et je me souviendrai très bien, j'avais voulu traverser à pied en me disant je ne vais pas prendre le métro pour aller à Odaiba, ça a l'air sympa, je vais traverser les îles, ça va être plus cool. Bon, voilà, il y a des moments où ça fait pouf quand on explore, et là c'était le cas. Mais ça reste un bon souvenir. Au final, sur le moment, j'étais là parce que j'avais dû marcher 1h30. Hein. Et t'es là, le trajet n'était pas ouf, hein, forcément, mais ça fait un bon souvenir parce que voilà, je me rappelle des ouvriers japonais qui me regardaient en se demandant mais qu'est-ce qu'il fout là ce gaijin, parce que je ressemblais vraiment à un touriste avec mon appareil photo et mon sac à dos. Donc voilà, on est en train de se dire mais qu'est-ce qu'il est venu foutre en plein milieu d'un chantier. C'était pas un chantier parce que tout était ouvert, toute l'île était en chantier en fait. Mais c'est vrai que c'était assez rigolo à voir au final, enfin c'était cocasse on va dire. Mais donc là, on ne va pas aller du tout par là, on va remonter vers le nord et on va remonter donc tout le parc. Et en fait, je suis remonté vers la station Morishita, car j'avais repéré un coffee shop que je voulais tester et dont je vous parlerai sûrement un jour dans le podcast. Et c'est même possible que j'en ai déjà parlé dans les épisodes de Coffee Tour de Tokyo. Il s'agit de Iki Coffee. Je suis gardé un assez bon souvenir, pas un des meilleurs coffee shops encore une fois de ma vie, hein, West Coast toujours, hein, les meilleurs coffee shops sont côté ouest, mais ça avait été un bon plan et j'avais largement préféré par rapport au premier coffee shop dont je vous ai parlé, où j'avais eu une mauvaise expérience. J'ai pas vraiment aussi de souvenirs mémorables de ce quartier-là. Hein. C'était un quartier qui était assez calme de Tokyo, qui change pas mal finalement des quartiers bourgeois du côté ouest, on va dire. Quand je dis quartier bourgeois, les quartiers bourgeois résidentiels, hein, ou les quartiers animés, hein, comme Shibuya, Akihabara, ou ce que vous voulez. C'était vraiment une autre ambiance de Tokyo, je trouve, qui avait l'air un peu plus populaire, j'ai l'impression, mais qui restait très résidentiel et assez vieillot parfois aussi dans les habitations et les immeubles, etc.
C'était pas le genre de quartier où quand vous passez là-bas, vous vous dites: «Ah j'aimerais bien habiter là-bas». Enfin en tout cas moi, c'est pas mon style de quartier. Après on a tous des styles différents, hein, bien sûr. Mais moi c'est vrai que quand j'étais là-bas, je me disais pas: «Ah tiens, ça doit être chouette d'habiter là-bas». Alors que c'est vrai que quand je suis à Jugaoka pardon ou à Shibuya, Daikanyama, Kishijoji et cetera, je me dis: «Oh putain, j'aimerais bien habiter dans ce quartier, ça a l'air trop sympa et cetera». Bon là-bas, ça me faisait un peu quartier. Alors, banlieue, c'est un bien grand mot parce que c'est pas du tout la banlieue comme on s'imagine en France. Mais et puis surtout, c'est pas la banlieue, hein, parce que ça reste le centre de Kyoto, c'est un arrondissement de Tokyo. Mais ouais, c'était pas un quartier, moi, que j'ai trouvé très. Pas nul, hein, mais pas folichon non plus. Voilà, je me suis pas dit, ah, ça doit être trop sympa d'habiter là. C'est plus ce quartier dortoir où vous allez dormir, où vous avez sûrement une petite vie de quartier à droite à gauche, mais qui est pas non plus le truc le plus cool et le plus sympa, je pense, pour habiter. Mais du coup, il y avait quand même un dernier point où je voulais vous amener, un dernier endroit dans cette balade, et c'est un peu en dehors de cet arrondissement, mais en gros, en continuant vers le nord, on tombe au bout d'un moment sur une coulée verte assez chouette, je dois l'avouer. Cette coulée verte se retrouve en dessous du niveau de la route, elle est traversée par un petit cours d'eau qui est assez agréable, elle est plutôt large en plus. Vous pouvez donc remonter vers le nord longtemps, assez longtemps en marchant, en suivant cette petite coulée verte en dessous donc, du niveau de vie de Tokyo finalement, parce que vous avez la route au-dessus, les immeubles au-dessus, et vous êtes en contrebas. Vous passez sous les ponts, vous suivez cette petite rivière. C'est franchement assez chouette. Cette coulée verte, elle commence un peu en dessous de la station Kinshisho, si je ne dis pas de bêtises, et remonte quasiment jusqu'à la hauteur de la petite crotte de Stark. Vous la connaissez, la petite crotte de Stark? C'est cette petite crotte dorée sur le toit du building de Asahi, juste à côté du sanctuaire d'Asakusa. Donc vous pouvez même enchaîner après votre balade par Asakusa ou bien aller à la Skytree si vous voulez faire cette grosse balade. Moi j'avais beaucoup aimé franchement cette petite coulée verte qui est pas banale du coup dans Tokyo. Elle est aménagée parfois, on suit le petit cours d'eau, on voit les immeubles en hauteur. Ça change un peu de déambuler dans les ruelles de Tokyo. C'est vraiment sympa à faire pour remonter doucement, mais tranquillement, vers les quartiers plus touristiques, on va dire, de la ville. Mais voilà, on va s'arrêter là pour cette petite balade. Je mettrai tous les liens et les photos de mon périple sur le Patreon, comme d'habitude. Sachez aussi que c'est pas la balade que je conseille forcément si vous venez 2 semaines à Tokyo. Vous avez plein d'autres choses à faire. C'est pas le Tokyo touristique, c'est plus un Tokyo d'exploration, même s'il y a des petits coins sympas en tant que touriste à faire. Mais ça peut être une balade plutôt chouette si vous voulez visiter un peu ce quartier-là et finir par Asakusa, ou même faire l'inverse. Commencer par Asakusa, parce que je sais que beaucoup de Français logent souvent dans ces quartiers-là. Et vous pouvez un petit peu explorer par là. C'est pas du waouh effect, mais il y a plein de petits coins assez cool à découvrir. Et puis vous découvrez un autre aspect de Tokyo qui peut être aussi chouette. Mais encore une fois, c'est pas une balade que je conseille pour quelqu'un qui va rester 2 semaines, voire même un mois au Japon. Alors, si vous restez un mois sur Tokyo, oui, vous avez le temps de le faire. Si vous restez 3 semaines sur Tokyo, je pense qu'il y a d'autres balades à faire que celle-ci à faire sur Tokyo qui sont vachement plus sympas. On va dire de balades pas forcément touristiques dans des banlieues. Je pense qu'il y a d'autres balades qui sont quand même plus chouettes en restant sur Tokyo. Mais voilà, si un jour vous avez fait beaucoup de trucs sur Tokyo et tout, c'est l'occasion, pourquoi pas. Ou si vous logez, je sais pas, votre Airbnb, vous avez peut-être trouvé un Airbnb ou un hôtel dans le quartier. Voilà, il y a 2-3 petits trucs sympas à faire dans le coin. Et j'avais quand même fait une belle balade que j'avais bien appréciée. Donc voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Il va être grand temps de passer à l'insta de la semaine. Et petit tips dans la rubrique Voldemort aussi, on se fera un café que j'avais vraiment bien aimé, qui s'intègre facilement dans le périple du jour, soit au début, soit à la fin de ce périple. Moi je l'avais intégré plus à la fin. On en reparle tout à l'heure, mais là tout de suite on va passer à l'insta moment. Et cette semaine, dans le coup de cœur Instagram, je vais vous présenter des auditeurs du podcast. Leur compte, c'est Cœur de Sakura. Ils habitent à Kyoto et ils ont eu la gentillesse de m'envoyer un message fort sympathique pour me dire qu'ils avaient choisi la ville de Kyoto un peu grâce à mon podcast. Ils hésitaient entre vivre à Tokyo et Kyoto et ils ont fait du coup le second choix et a priori, ils ne regrettent pas du tout. Donc je suis très content si mon podcast peut vous aider, que ce soit dans vos projets de voyage ou bien d'installation comme ça a été pour eux, ou bien juste pour vous faire patienter et avoir une petite dose de Japon hebdomadaire dans vos oreilles. Franchement, ça me fait toujours plaisir. C'est un peu pour ça que je fais ce podcast. Vous l'avez bien vu, je ne gagne pas d'argent avec ce podcast. Je ne fais pas de bénéfice. Ça ne m'apporte pas grand-chose. Je ne suis pas devenu influenceur Japon. Je ne suis pas trop en train de travailler là-dessus. Par rapport à plein d'autres connus qui postent de partout pour vous dire « Suivez-moi, regardez, c'est super ce que je fais ».
Moi, j'avoue, pour l'instant, ça fait 2 ans que je fais un podcast et c'est vraiment juste pour le plaisir de partager avec vous sur le Japon et j'espère que voilà, vous appréciez aussi parce que voilà, ce genre de message me fait très plaisir parce que je me dis voilà, que mon podcast sert à quelque chose, il peut vous servir pendant votre voyage, à découvrir des choses, il peut vous servir pour vous installer, eh bien tant mieux, voilà, je suis vraiment très très content, vraiment, franchement. Et donc, sur ce compte, on va retrouver les aventures de cette petite famille qui est donc expatriée au Japon depuis 1 an environ et qui découvre les charmes et les joies de Kyoto en famille. Il me disait aussi qu'avant le Japon, ils ont un peu crapahuté en Asie, un peu partout, avant de poser définitivement leur valise au Japon. C'était a priori le rêve du monsieur qui a été bercé comme moi, par le coup, puis surtout, sûrement, je veux dire, comme certains d'entre vous, par le club Dorothée dans son enfance et qui a pu venir réaliser son rêve et s'expatrier. Et donc, a priori, maintenant, toute la petite famille est ravie de leur nouvelle vie kyotoïte. Et tant mieux, parce que c'est vrai que Kyoto est une ville très agréable pour habiter, très différente de Tokyo. Je vous en ai déjà parlé dans des épisodes, très différente de Fukuoka, très différente d'Osaka. Il y en a pour tous les goûts. Et moi, je suis sûr qu'au Japon, vous n'êtes pas obligé d'aller à Tokyo, mais ça peut être Tokyo aussi votre rêve, bien entendu. Mais il y a plein d'autres villes qui peuvent vraiment vous plaire, des villes qui sont vraiment toutes très différentes, mais qui sont toutes très sympas. Voilà. Après, c'est suivant votre caractère et suivant ce que vous recherchez en fait comme type de vie, que vous allez trouver votre bonheur. Et j'en ai déjà parlé pas mal, je pense, dans plusieurs épisodes. Mais bon, si vous voulez suivre leur aventure sur Instagram, c'est donc Cœur de Sakura. Comme d'habitude, le lien sera dans la description de l'épisode. Et donc, voilà, c'est pas des photographes pros, vous n'allez pas en avoir plein les yeux, mais c'est des photographes, des photos que j'aime bien, des photos de vie sur place, qui fait découvrir le café qu'elle a bien aimé. J'ai vu qu'elle était allée, par exemple, dans les cannelés dont j'avais déjà parlé dans un des épisodes sur Osaka, qui font des cannelés. Des super cannelés sur Osaka. Voilà, donc on découvre sa vie, on découvre avec elle les endroits qu'elle découvre au Japon. C'est plutôt chouette. Moi, j'aime bien le genre de compte, c'est toujours sympa. Puis ça permet de découvrir de nouvelles choses pour son futur voyage ou son futur déplacement au Japon. Mais maintenant, on va retourner dans le quartier du focus de la semaine, se faire, comme je vous l'ai dit, un petit café dans cette rubrique. Vous la connaissez, Voldemort. Et donc cette semaine, je vous amène dans un café à l'est de Tokyo, qui est un petit peu dans l'itinéraire du focus de cette semaine finalement. Comme je vous l'ai dit, la zone historiquement est connue pour ses coffee shops, et pourtant on va s'éloigner de cette zone-là, qui était dans le sud en gros de la balade, pour aller au bout plutôt de notre parcours, pas très loin finalement de Asakusa. Et on va tester le café qui s'appelle Live Coffee Roaster. C'est un café où j'avais passé franchement un très bon moment à l'époque. Alors habituellement les coffee shops, je les ai déjà repérés à l'avance. Quand je pars quelque part, j'ai ma carte Google Maps qui est souvent remplie d'étoiles avec des dizaines et des dizaines de cafés à essayer. Mais celui-ci, je l'ai découvert vraiment au hasard de ma balade. Il n'était pas sur la map, je pensais à vrai dire finir mon périple dans le café Fuglen de Asakusa, je vous en ai déjà parlé. Mais celui-là m'a attiré par son design. Voilà, je suis passé devant et je me suis dit, oh, tiens, ça c'est quoi, c'est un café, c'est sympa. En fait, il fait l'angle d'une rue, avec une façade avec des petites briquettes de différentes teintes de verre. C'est assez joli de l'extérieur. Et surtout, il y a une large baie vitrée qui fait tout le long du café. On a un peu l'impression de voir le garage finalement d'une maison qui aurait été totalement refait et transformé en café trendy. Le café donc du coup est tout en longueur et le comptoir aussi. Il n'y a pas de table, il y a juste des bancs le long de la baie vitrée où on peut s'asseoir. L'été, la baie vitrée est même ouverte. On donne donc sur la rue. C'est le genre d'ambiance de quartier qu'on aime bien au final, enfin moi que j'aime bien. Surtout qu'il est dans une petite rue résidentielle à 2 pas d'une grande avenue, mais on se sent vraiment dans l'ambiance de petit quartier de Tokyo. La particularité de ce café aussi, c'est qu'ils ont leur roaster sur place. À la base, Live Coffee Roaster, Live's Coffee, c'est une marque qui a un autre café sur Tokyo qui s'appelle Live Coffee Apartment. Juste en face. Et oui, le café se trouve juste en face. Le coffee shop se trouve sur l'autre rue, en fait, à quelques minutes seulement de leur roastery où je suis allé moi. Car oui, ils ont installé leur roastery ici, et donc c'est là qu'on va torréfier le café. En gros, il va y avoir la machine pour torréfier le café, mais on peut aussi, du coup, boire son café, parce qu'il y a donc un petit coffee shop où on peut s'installer. Il doit y avoir, je sais pas moi, une bonne dizaine de places quand même le long de cette grande baie vitrée. Et franchement, que ça soit la devanture ou la configuration du lieu avec cette grande baie vitrée face à ce long comptoir et les gens qui sont assis le long de la baie vitrée, c'est une super ambiance. C'est un lieu que je trouve vraiment chouette pour prendre et déguster son café. Le jour où j'y étais, il y avait 3 clients, il n'y avait pas grand monde, mais il y avait une super ambiance. Il y avait de mémoire une fille russe qui parlait japonais, qui parlait très bien japonais même,
un couple de Taïwanais, je crois, et 2 baristas. A priori, le Taïwanais était un champion du monde en titre de café. Alors, je sais plus sa spécialité, si c'était la torréfaction ou bien la technique spécifique, mais c'était un mec hyper connu parce que voilà, le barista était tout excité. Et la Russe aussi qui était là, qui était une amie du couple. Et du coup, le barista, il est venu m'en parler en me disant, tu sais, ce type-là, il est champion du monde de café, etc. Je fais, ah bon, ok, c'est cool. Moi, j'avoue, j'aime le café, mais je ne suis pas non plus un fan à suivre. Avoir des posters des baristas dans ma chambre, hein, voilà, je ne fais pas ça. Du coup, ça parlait beaucoup, voilà, toute l'équipe et ses 3 clients parlaient beaucoup, c'était une bonne ambiance. Moi, du coup, j'étais un petit peu l'intrus quand je suis arrivé, hein, j'étais un peu celui qui est arrivé, qui connaissait personne alors que tout le monde se parlait. Oui, mais voilà, chose rare à Tokyo, les Tekkyoïtes étant réputés quand même pour avoir un peu un balai dans le cul, hein, pardonnez-moi l'expression, hein, mais bon, ils sont réputés pour ça. Le barista, lui, était très expressif. Il a été tout de suite super chaleureux avec moi, et c'est vrai que c'est pas dans les habitudes des Japonais. Et quand je dis chaleureux, c'était pas juste me faire la causette, hein. Le mec, il sautait partout, il faisait des grimaces de ouf dans tous les sens pour rigoler, etc. Il était vraiment en mode bonne ambiance. Bon, il s'est avéré qu'en fait, le type était pas de Tokyo, hein. Il venait du Kansai et d'Osaka, ce qui explique un peu son comportement un peu foufou. Et chose drôle, c'est qu'en parlant ensemble un petit peu, on a découvert qu'on avait des amis japonais en commun. En effet, ils connaissaient super bien 2 des baristas de chez Walden Woods, le café où j'allais tous les jours sur Kyoto, et qu'ils avaient même étudié ensemble avec ces 2 personnes-là. Donc c'était marrant, on a parlé d'eux, etc. C'était plutôt chouette, c'était rigolo de savoir qu'on connaissait les mêmes gens. Autre petite anecdote, ce barista est revenu finalement depuis sur Kyoto pour ouvrir son propre coffee shop. Il l'a ouvert en fin d'année dernière. Du coup, j'aimerais beaucoup essayer son coffee shop car c'était franchement quelqu'un qui était très sympathique, hyper souriant, hyper chaleureux et pas chaleureux lourd. En tout cas, je l'ai vu qu'une fois, hein, donc je peux pas vous dire, mais il avait pas l'air. Voilà, parfois il y a des gens qui sont très chaleureux, très souriants, mais qui sont un peu lourdos. Lui, non, c'était la bonne dose, donc c'était plutôt chouette. Mais voilà, du coup, le café. Pour parler du café, hein, il était très bon, j'en garde vraiment un bon souvenir. Le lieu, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le genre de lieu que j'aime, c'est les coffee shops japonais, quoi. Faut pas venir par contre avec son laptop, c'est pas trop l'endroit pour ça, je pense, même si on doit pouvoir, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de table, etc. C'est plus l'endroit où c'est bon de faire une pause, de profiter de son café avec son pote ou tout seul et de venir vraiment profiter tranquille pour discuter avec un ami assis le long des baies vitrées et puis voir un petit peu ce qui se passe dans la rue, même si c'est une rue pas très passante. Mais voilà, on va s'arrêter là pour la reco de cette semaine et on va passer au petit coup de cœur de la semaine. Vous avez l'habitude maintenant avec les rubriques des émissions. Allez, c'est parti pour le coup de cœur. Et vous le savez maintenant, à force de vous en parler quand même, je compte bien repartir pour le Japon. Oui, c'est quand même mon projet de vie, hein. Alors pas juste en vacances, hein, bien sûr, mais pour m'y installer définitivement. Voilà, c'est mon projet principal. Tous les autres trucs sont mis de côté. Je compte pas me marier maintenant, je compte pas avoir une copine et faire des enfants ou je ne sais quoi. Je compte pas m'acheter un joli bureau en France, un joli appartement, etc. De toute façon, j'ai pas l'argent pour m'acheter un appartement, hein, soyons honnêtes. Mais voilà, moi mon but c'est de m'installer au Japon, c'est mon but principal, je travaille pour ça, pas dans n'importe quelles conditions, ça aussi vous le savez, mais voilà, je travaille là-dessus, j'ai des plans, j'ai mon fameux plan de ma boutique, j'ai le plan aussi d'ouvrir une société pour continuer ce que je fais actuellement, c'est-à-dire chef de projet internet, product owner, etc., être freelancer, mais bon, pour être freelancer, voilà, il faut avoir un visa, hein. Et donc j'ai aussi le projet d'y aller en nomade en attendant, avant, en continuant mon boulot actuel, mais d'y aller, voilà, passer 3 mois par-ci, par-là au Japon, jusqu'à temps que je puisse créer ma société, etc., etc. Donc plein de plans, je ne sais pas lequel marchera, mais voilà, il y a plein de trucs en cours. Mais tout ça, ça va prendre un peu de temps, c'est le problème, hein. Et en attendant, je ronge un peu mon frein, je dois l'avouer, je déprime pas, mais voilà, il y a une partie de moi quand même qui s'ennuie un peu sévère, parce que j'ai un peu l'impression que ma vie est en pause en attendant de pouvoir réussir mes projets. Alors pour certains, ce qui est marrant, c'est que j'ai une vie super cool. Parce que je sais que parfois je discute avec des gens qui me disent « Waouh, j'aimerais trop, t'as trop de la chance, j'aimerais trop faire comme toi, t'es nomade, t'habites dans différentes villes tous les 3 mois, tu découvres plein de nouvelles cultures, etc. » C'est vrai que c'est plutôt chouette, hein, mais en toute honnêteté, je le fais pas par passion. Si je pouvais, je signerais tout de suite pour m'installer au Japon et ne plus bouger, avoir mon appartement, m'acheter des meubles. Je suis pas un mec vraiment... Alors j'aime bien explorer au Japon et me balader, mais je suis pas genre un voyageur du monde, un explorateur. Moi, je suis plutôt un sédentaire qui est content d'avoir son confort, d'avoir sa collectionnite, ses passions. Mais bon, en attendant, je fais comme ça. Vu que c'est pas possible, hein, pour le moment, hein, je fais avec, quoi. Alors j'ai la possibilité de bouger et que j'ai pas d'intérêt spécial, voilà, à être sédentaire en France aussi. C'est pour ça que je suis nomade, hein. J'ai choisi cette option parce que rester sur Lyon, à Angers, Strasbourg, Paris, je ne sais où,
Bon, j'ai pas spécialement d'attache, j'ai pas spécialement d'envie, donc effectivement, autant découvrir d'autres univers. Et puis, voilà, aussi, voilà, à Budapest, par exemple, j'ai moins de frais qu'en étant à Strasbourg ou quelque part ailleurs. Voilà, ça coûte un petit peu moins cher, c'est aussi une des raisons. Je vais pas vous dire aussi que je kiffe ma vie, hein, voilà, que ce truc de nomade, j'adore. Je vais pas vous mentir, hein. Je vais pas vous dire que c'est génial, que c'est super, voilà, j'ai trop de la chance. Je suis pas là pour vous vendre des formations en ligne sur comment devenir nomade, comment réussir dans votre vie, ou avoir des likes en vous vendant du rêve, hein. Donc, voilà, je suis honnête, hein, je vais pas vous dire que j'adore ce que ma vie du moment. Moi, je suis surtout nostalgique du Japon et ma vie là-bas, ma vie de tous les jours, hein, elle me manque. Et justement, tous les jours, elle me manque, hein. Tous les jours, je me dis, ah putain, ça m'énerve ici, ah j'aime pas ça ici, machin et tout. Je suis pas totalement négatif non plus, hein, je vous rassure, mais c'est vrai que le Japon me manque énormément. Et demain, on me propose de me téléporter et d'aller vivre définitivement au Japon, je signe direct, hein, sans problème. Et depuis, vous allez dire, bon là, ça fait pas très bonheur de la semaine, ça fait pas très coup de cœur de la semaine, mec. On est dans la rubrique coup de cœur, pas dans la rubrique mec, le déprimé va voir un psy, hein. Non, mais bien sûr, depuis quelques jours, c'est le coup de cœur, quelques jours, semaines, j'ai eu quelques bonnes nouvelles pour égayer justement un peu mon projet que je trouve, comme je vous le dis, un peu longué. Ouais, je suis pas très patient, je sais, mais voilà, même si c'est dans 2 ans que je vais être au Japon, je trouve que 2 ans, c'est un peu long. J'ai eu pas mal d'infos en fait sur la création d'entreprise que j'ai partagé avec vous il n'y a pas longtemps. Et j'ai eu quelques infos et contacts divers aussi via des amis et autres auditeurs de ce podcast. Et au passage, je les remercie de m'avoir filé ces infos-là. Alors j'ai eu des contacts par exemple d'agents immobiliers sur Kyoto au cas où j'aurais besoin de chercher un appartement sur Kyoto. C'est vrai que ça peut toujours servir le jour où je m'installerai. J'ai aussi eu le contact d'un fiscaliste français installé au Japon avec ses tarifs pour créer une société, que ce soit du freelance ou une autre société au Japon. Bon, pour le freelance, hein, vous le savez, je vous le redis pour que ça reste bien dans votre tête, vous ne pouvez pas être un simple freelance sans un visa mariage ou un visa business. C'est-à-dire qu'il va vous falloir un visa working visa, il va vous falloir un visa et là vous pourrez être freelance. Mais vous ne pouvez pas dire « Ah ben je suis freelance, j'ai déjà un chiffre d'affaires, etc. et je veux continuer de faire du freelance au Japon ». C'est pas possible. Vous n'aurez pas de visa et vous ne pourrez pas faire ça. Et il vous faut un visa, soit créer votre société, soit avoir un working visa. Et après, à côté, vous pourrez effectivement ouvrir votre expertise de freelance et avoir d'autres clients supplémentaires. Mais vous ne pouvez pas avoir un visa juste avec ça. Je veux bien que vous l'ayez en tête pour pas vous imaginer qu'on peut partir facilement au Japon. Et là, ça ne se passe pas comme ça. Sinon, j'y serais déjà, les amis. Vous vous doutez bien. Mais de plus, voilà, le petit bonheur en plus que toutes ces infos-là, parce que mine de rien, ça fait plaisir, hein, ça égaye un peu le quotidien d'avoir des infos qui précisent certaines choses, qui parfois sont des mauvaises nouvelles, parce qu'on se dit, ah bah mince, ça va être compliqué, mais parfois qui sont des bonnes nouvelles, en se disant, bah c'est bien, parce que j'ai déjà toutes ces infos-là, le jour où j'en ai besoin, j'ai pas besoin de galérer pour chercher, donc c'est plutôt cool. Mais j'ai eu une autre piste aussi potentielle pour du working visa au Japon. Alors oui, là, c'est pas la même cour, c'est pas la même chose. Alors c'est pour l'instant, j'en parle pas plus, je vais pas aller dans les détails parce que je suis très loin de savoir si c'est encore réalisable ou pas. Vraiment, hein, c'est vraiment que le balbutiement. Donc je sais pas du tout si ça va être possible ou pas, mais c'est vraiment un bride de piste quoi. Mais ça fait plaisir, voilà, parce que ça permettrait de s'installer si ça marchait dès l'année prochaine au Japon. Mais bon, encore une fois, hein, pas d'emballement pour l'instant, c'est encore très très flou. J'en saurai plus dans les semaines à venir et peut-être que ça ne donnera rien du tout. Donc c'est pour ça que je ne m'emballe pas, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça fait plaisir parfois d'avoir un petit rayon de soleil comme ça en se disant bah peut-être que l'année prochaine je pourrais m'installer définitivement au Japon, mais peut-être que ça ne se fera pas, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se dire ah bah ça y est c'est bon, c'est la solution. J'aurai le temps de vous en parler, si ça se fait, vous serez au courant, vous inquiétez pas, et puis je vous expliquerai même comment ça a fonctionné. Mais donc, s'il n'y a rien de concret, comme je vous le disais, c'est des informations, des contacts, des pistes qui permettent d'avancer finalement, et ça fait plaisir. C'est donc ça mon petit coup de cœur du moment, ça égaye un peu mon quotidien, et franchement, on ne va pas s'en plaindre. Sur ce, on en a fini pour cette semaine, et vous l'avez donc compris, on va se retrouver à nouveau une fois par semaine, donc cette fois-ci je ne vous dis pas à dans 2 semaines, de toute façon j'oubliais tout le temps de vous dire dans 2 semaines parce que j'oubliais à chaque fois que je postais que tous les 2 semaines, je vous dis donc à dimanche prochain pour un prochain épisode, car oui maintenant on se retrouve toutes les semaines, j'espère que ça vous fait plaisir, en tout cas moi ça me fait très plaisir de vous refaire des podcasts chaque semaine, et sur ce je vous dis, vous savez maintenant vous avez l'habitude, à bientôt, matane, ciao bye bye.パンチのパンツに